Merci beaucoup pour cette introduction. Merci Georges pour m'avoir invité à cette journée qui est pour moi très intéressante, d'autant plus que même si j'anime, comme ça a été dit, ce laboratoire d'excellence, mes fonctions actuelles à l'université m'éloignent de plus en plus en fait on va dire des domaines de la recherche. Et je me suis retrouvé un petit peu embêté en fait pour travailler cet exposé parce que se poser la question sur l'ingénierie on va dire, la durabilité, le développement durable pour les minéraux industriels, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Et ma première réponse a été, mais finalement, il n'y a peut-être rien à dire sur ce sujet-là. Et donc, comment prendre le contre-pied de ça et de montrer qu'il peut y avoir une économie, il y a déjà une économie en route, elle est importante, ça a été déjà dit, je dirais, ce matin et peut-être aussi un petit peu cet après-midi, mais surtout ce matin, la ressource en minéraux industriels, bien souvent, c'est une ressource qui ne se déplace pas parce que c'est une ressource à très très faible coût d'exploitation et à fort coût d'exploitation, mais à faible valeur ajoutée. Et donc, à partir de là, on est sur des démarches particulièrement différentes. Alors, juste avant de démarrer, je voulais juste faire une petite publicité pour prolonger le séminaire d'aujourd'hui. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de voir les derniers résultats scientifiques qui se font, puisque dans le cadre de notre projet, on accueille en fait ce mois d'août le congrès de géologie appliquée et qui s'adresse exactement à ce sujet-là, et c'est le cinquantenaire. Bon, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez quelques petits flyers à l'entrée. Alors, la problématique des matériaux minéraux, on sort du domaine des métaux. Quelquefois, il y a du fer dedans. C'est souvent du fer, parfois un peu de manganèse, mais sinon, on oublie souvent les métaux. Ce sont des matériaux qu'on va trouver dans la vie de tous les jours. Typiquement, vous allez en trouver dans tous les matériaux plastiques que vous avez à disposition. Vous allez en trouver dans les encres. Vous allez bien évidemment en trouver dans les papiers que vous utilisez tous les jours, peut-être de moins en moins, mais dans les papiers que vous manipulez. Ce sont souvent des matériaux qu'on va travailler à grand volume. Alors, grand volume, ça va aussi avec le fait que ce sont des dispositifs à faible valeur ajoutée. Ça veut dire aussi que ça rentre dans des formulations qui peuvent être parfois très complexes et que le rôle de ce matériau est parfois simplement remplacer de la matière sans plus, pas avoir obligatoirement de propriétés complémentaires. Bien évidemment, on essaye petit à petit d'aller vers des systèmes qui sont de plus en plus techniques, avec des matériaux qui vont à la fois assurer des fonctions à l'intérieur des composites dans lesquels ils rentrent. Et à ce moment-là, on va pouvoir gagner en technicité, on va gagner en valeur ajoutée, et dans la chaîne économique de ces matériaux minéraux, finalement, tous ces principes de transformation, de modification, qu'ils soient physiques ou chimiques, permettent aussi de gagner sur la ressource en utilisant de moins en moins de ressources pour plus de technicité. Alors, je vais essayer de traiter ça dans le cas particulier des matériaux que je connais le plus, qui sont les matériaux argileux. Mais bien évidemment, vous avez d'autres matériaux qui sont les carbonates, les silicates. Les silicates, on a parlé de la silice par exemple ce matin, mais il y a aussi donc des carbonates, des sulfates, bien d'autres. Je ne vais pas m'attaquer aux matériaux du génie civil, puisqu'il va y avoir un exposé tout de suite après sur les ciments et les bétons. Je vais essayer de rester dans ce contexte-là. Donc, les argiles, très rapidement, c'est des éléments minéraux que l'on va retrouver en fait dans énormément d'applications. Des applications qui peuvent être très anciennes. Vous avez des poteries très très anciennes, des statuettes. On a aussi l'écriture à débuter de manière concomitante sur le papyrus et sur des tablettes d'argile. Ça, c'est un exemple du linéaire B à Ougarit, c'est en Mésopotamie. Ce sont les premiers éléments, et les premiers éléments d'utilisation de l'écriture, c'était pour l'économie. C'était déjà une problématique économique, compter, faire des échanges, compter on va dire, des animaux, compter des stocks. Donc, on va retrouver maintenant, évidemment, tous ces éléments peut-être un peu de moins en moins d'ailleurs, dans le papier, puisque le papier, vous avez des argiles de masse de type kaolin ou talc qui vont remplacer la cellulose pour gagner sur la masse de cellulose. C'est ça le gain.
On va aussi en trouver en couchage du papier, ça c'est pour éviter d'utiliser trop d'encre, le gain est sur l'encre. Et puis, comme ça a été évoqué ce matin, il y a aussi des carbonates qui rentrent dans la formulation des papiers, et comme on est sur des papiers de plus en plus techniques, en fait les carbonates ont tendance à remplacer les argiles, et on va même utiliser de plus en plus des carbonates de synthèse plutôt que des carbonates naturels. Une des problématiques sur le papier et dans l'économie circulaire, c'est le recyclage du papier. Le recyclage du papier, on ne le recycle pas pour les minéraux qui sont dedans, on le recycle pour la cellulose, qui là est toujours l'élément qui est cher, avec deux sujets. Bien récupérer la cellulose, elle va être dégradée au moment du recyclage. Et puis le deuxième sujet sur le recyclage du papier, c'est le désancrage. Donc le désancrage, c'est-à-dire retirer la couleur, retirer les pigments. Les minéraux à l'intérieur, les fileurs, que ce soit carbonatés ou argileux, finalement, on ne s'en préoccupe pas trop. Là, ils n'ont pas de valeur ajoutée à l'entrée, très peu de valeur ajoutée à l'entrée. Finalement, ils ne posent pas de problème à la sortie. Et on préfère rajouter de nouveaux carbonates pour refaire des papiers chargés et couchés dans des papiers recyclés. D'autres problématiques, d'autres éléments, vous allez en trouver dans la peinture, évidemment beaucoup dans les plastiques. Un polypropylène non chargé n'a aucune tenue mécanique. Le fait de charger ces polypropylènes avec du talc ou du kaolin, par exemple, lui donne de la tenue. Ça lui permet aussi, par exemple, dans le cas d'un pare-brise comme vous l'avez là, de résister à la chaleur, puisque un tableau de bord, pardon, pas un pare-brise, un tableau de bord, vous allez le faire noir pour éviter qu'il se reflète dans votre pare-brise, sinon ça gênerait particulièrement la conduite, mais comme il est noir, dès qu'il fait chaud, dès qu'on a du soleil comme aujourd'hui, ça chauffe et le plastique n'aime pas trop ça. Le fait de charger avec un certain nombre de pigments et particulièrement des talcs, ça permet en fait d'améliorer la tenue en température de ces minéraux. Ça permet aussi d'améliorer fortement la tenue en température et la durabilité des films plastiques qu'on utilise en agriculture, par exemple. Et puis, pour tout un tas d'autres applications, il y a tout un tas de minéraux argileux qui ont des propriétés, elles, d'hydratation, de mécanique, que l'on peut mettre à profit dans des dispositifs de barrières géochimiques, par exemple, mais qui peuvent être aussi très, très pénalisantes dans des problématiques de génie civil. Alors très vite, sur une image que vous connaissez déjà, les minéraux argileux, ce sont des minéraux extrêmement fins. Ce sont des minéraux qui sont faits de feuillets allongés dans ce plan-là, de feuillets donc de tétraèdres, d'octaèdres qui sont agencés comme ça. C'est ce qu'on appelle les 1-1, c'est des kaolinites par exemple, ou des 2-1, donc des tétraèdres, des octaèdres, des tétraèdres. Ça fait 7 angstroms d'épaisseur, ça en fait à peu près 10, et ils sont organisés comme ça quand ils sont non gonflants. On peut avoir aussi des substitutions avec des cations à l'intérieur, à l'extérieur, et parfois, quand il y a très peu de substitutions, en fait, ils deviennent gonflants, ils peuvent accueillir des molécules d'eau, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt, c'est la petite taille des feuillets, la petite taille des particules et ses propriétés de gonflement. Ils ont tous, pour les plus intéressants, les plus connus, la même propriété, ce sont des dispositifs lamellaires. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les argiles comme pour le reste, ce sont des dispositifs à faible coût. Pour s'en sortir économiquement, l'industriel, il doit traiter en règle générale des grands volumes et limiter ses transports. Donc, traditionnellement, les argiles, en fait, l'exploitation de ces minéraux, l'utilisation des minéraux industriels se fait pratiquement sur les sites de production. Vous avez ici une carte, alors qui n'est peut-être pas très facile à lire, c'est une carte de la Lorraine avec la répartition des principaux terrains argileux de l'ère secondaire, et on voit, quand on regarde toute l'industrie liée à ces minéraux-là, passée et actuelle, l'industrie passée et actuelle, en fait, le tissu industriel est aligné en fait sur les bandes d'argile que vous avez là, et c'est encore le cas ici. Donc ça, c'est une constante. Ça veut dire aussi que ce sont pour alimenter l'économie des ressources en argile, il y a un travail d'identification sur les différents grades argileux au sein d'un gisement pour faire le tri de manière le plus facile possible entre, on va dire, les bonnes qualités argileuses qui vont rentrer dans des applications, on va dire, de haut niveau, par exemple du papier, de céramique blanche, ou des plus mauvais grades qui, eux, vont partir directement en produits cuits, par exemple en terre cuite, voire en rebut.
Et donc, cette identification des grades, en fait, est particulièrement important pour, on va dire, sur les bons gisements, sur les grands gisements, faire de l'abattage sélectif ou faire du tri sélectif après abattage. Un exemple assez intéressant, mais qui est déjà ancien, c'est dans la mine de talc à Trimouns. Vous avez en fait deux grands types de minéraux qui sont des talcs et des chlorites. Et le mélange talc-chlorite, en fait, sont vraiment des qualités différentes en termes d'application. Et le talc peut aller vers la cosmétique pour les meilleurs grades, par exemple. Ça se faisait par du tri optique. Donc il y avait une forme d'abattage sélectif déjà entre les... enfin, il y a toujours une forme d'abattage sélectif entre les zones très riches en talc et très riches en chlorite, mais après, pour gagner encore en sélectivité et en qualité, donc, on basait ça sur du tri optique et avec un système donc, de bandes transporteuses et de tri optique. Un point qui est associé au fait que ça doit rester de faible coût, le traitement en fait on a souvent un traitement, des procédés de traitement qui sont de faible intensité. C'est souvent un peu de séparation, du broyage. Quand ça s'y prête, mais c'est vraiment des cas très particuliers, c'est l'élimination de minéraux accessoires qui peuvent être pénalisants pour la qualité de l'argile. Bien souvent, quand il y a trop de minéraux accessoires, de toute façon, ce sont déjà des qualités de faible niveau technique qui sont très peu utilisées, à part éventuellement dans les produits cuits. Alors, il y a quand même, donc, comme je disais, il y a une nécessité d'aller plus loin, à la fois pour les producteurs, parce que s'ils n'ont que des grades de faible qualité, l'économie, on va dire, de ces producteurs peut en être dégradée. Et donc, chez certains producteurs, il y a une forme de course ou on va dire de travail sur la transformation des argiles pour avoir des niveaux donc, de technicité, des argiles techniques, qui, elles, vont avoir une valeur ajoutée, qui vont pouvoir entrer dans des applications et ce qui va être aussi utile pour avoir une économie de faible volume d'argile, mais à forte qualité et à forte valeur ajoutée. Alors ça passe évidemment par, je dirais, des choses un petit peu classiques que l'on a à faire en laboratoire, qui est finalement de mieux connaître les propriétés à la fois de ces minéraux, à la fois de ces particules argileuses, mieux les connaître pour mieux les modifier. Donc je vais passer très, très rapidement sur quelques, on va dire, grandes tendances ou grandes, on va dire, évolutions sur ce qui se fait dans ces domaines-là ces 10-15 dernières années. Et je vous donnerai quelques pistes que l'on peut entrevoir sur à la fois ce qui se fait dans les transformations et surtout les pistes sur l'évolution des argiles. Et honnêtement, pour vous donner une partie de la solution avant de vous la montrer, typiquement, on a plutôt l'impression que l'avenir des argiles n'est pas dans l'argile naturelle, mais dans l'argile de synthèse. Alors, mieux connaître la chimie, mieux connaître les propriétés, c'est mieux connaître déjà la forme des particules, parce que je vous ai dit, ce sont des particules lamellaires. Si c'est lamellaire, ça veut dire que la chimie des différentes faces des argiles est différente. Vous avez une chimie ici qui est différente des faces, donc sur les faces latérales ici, qui est différente des faces basales là ou là. Et donc, à partir de là, il faut quantifier cette lamellarité pour faire de la chimie des matériaux et de faire de la chimie des échanges. Ça peut se faire, on peut avoir déjà des informations très intéressantes par microscopie électronique. Là, vous avez des particules qui font à peu près 20 microns de largeur ici. Celle-ci, elle en fait un peu plus, elle est plutôt à 200 microns. Ça, c'est de la microscopie électronique à transmission. Ça, c'est de la microscopie à force atomique. Vous pouvez avoir des informations sur les formes. Si vous multipliez les collections d'analyse, vous avez une statistique qui peut être intéressante. Et puis, il y a d'autres méthodes qui permettent d'arriver à ça, ou avec une très très grande statistique, mais qui est complètement aveugle quant à la forme, c'est d'utiliser des méthodologies qui permettent d'avoir des distributions d'énergie d'absorption de molécules sondes sur une surface. Ça, c'est de l'argon sur une surface de kaolinite, et ça permet de faire du quantitatif avec là des milliards de particules, alors qu'en analyse d'image, vous allez être sur des centaines ou des milliers de particules. Donc ça permet d'avoir des informations sur la forme. Si vous avez des informations sur la forme, la méthode là, par contre, est totalement aveugle sur la polydispersité, alors que ces méthodes-là vous permettent d'avoir des informations sur la polydispersité. Ça, c'est aussi important dans beaucoup d'applications qui, elles, vont avoir besoin de particules bien calibrées.
On a eu ces dernières années, et grâce aux grands instruments, en fait, des progrès énormes sur l'analyse quantitative, qualitative et quantitative des propriétés chimiques, de la distribution des éléments dans ces matériaux argileux. Je vous donne ici un exemple qui est tiré d'une étude qui a été faite sur des interactions entre, on va dire, de l'argile et du fer, des argiles de type kaolinite non ferrifère versus kaolinite ferrifère. On peut, à l'aide de méthodes de microfluorescence X, là on est à l'échelle, on va dire, du micromètre, avoir une distribution des éléments fer, silicium, aluminium, là par exemple dans le cas présent, mais on peut aussi avoir les spectres Xanès, faire l'analyse des spectres Xanès, avoir des informations sur le statut du fer dans ces particules-là, et c'est ça la plus-value en fait. Pas obligatoirement connaître la quantité, mais connaître la position et connaître le statut des éléments est particulièrement important. On a discuté ce matin de la problématique du fer dans les verres de haute qualité technique. On est là aussi sur des problématiques autour de ça. Ça, c'est quand on peut descendre aussi à l'échelle du nanomètre, enfin, ou de la dizaine de nanomètres, en microscopie X, où là aussi, on peut donc avoir des spectres sur des particules donc toutes petites. Vous avez ici donc l'image X et ici l'image en microscopie en transmission de la même particule, avoir des spectres donc au seuil L du fer, qui, eux, dépendent de la nature des phases minérales et aussi de la valence fer 2, fer 3. Et ça permet, en couplant les deux techniques, microscopie en transmission et STXM, donc d'avoir des niveaux d'information sur la valence du fer en fonction de la quantité de fer, par exemple. Ça, ce sont aussi des informations intéressantes, couplées avec d'autres éléments, silicium, aluminium. On est maintenant capable, depuis pas mal d'années et de plus en plus finement, de faire je dirais, une répartition théorique, statistique, des éléments dans les différents sous-feuillets, dans les différents domaines de ces particules argileuses. Donc à partir de là, on les connaît de mieux en mieux, on peut faire des équations, on peut avoir je dirais, des éléments d'analyse et aller au-delà d'analyse vers la prédiction des propriétés de ces phases-là. Je vous ai dit que certains minéraux étaient gonflants, avec différents types de gonflements, des gonflements microscopiques et macroscopiques. C'est pratiquement le gonflement des argiles crée des dommages qui est le premier poste en fait pour les assureurs, premier poste de remboursement des assureurs. Donc il y a eu bien évidemment énormément de travail qui a été réalisé dans le domaine de la recherche sur ce sujet-là, et avec les nouvelles techniques, avec les nouveaux moyens de tomographie X, entre autres, ou de synchrotron, ou d'analyse par neutrons, des capacités d'aller regarder de plus en plus finement les argiles in situ, mais même de les regarder gonfler directement in situ. Pour regarder ce gonflement microscopique qui, à partir d'un certain degré d'hydratation, donc vous avez en vert l'argile et ici les trous quand l'argile est sèche, et ici toujours en vert l'argile, mais vous voyez que les trous qui là sont en jaune disparaissent enfin pas totalement, mais disparaissent fortement à 98% d'hydratation. Ça veut dire que déjà dans un contexte où on n'est pas saturé en eau, vous avez déjà une forme de gonflement macroscopique qui apparaît. Et quand on regarde, quand on balaye, on va dire, différents degrés d'hydratation pour des matériaux comme ça, on s'aperçoit que ce gonflement macroscopique à l'échelle de la particule d'argile ou de l'agrégat d'argile va commencer plutôt vers 0,7, 0,8 et pas uniquement à la saturation. Des choses qui ont été découvertes récemment par un collègue du laboratoire, Laurent Michaud, ça a été si on fait une sélection très très précise de la taille des particules d'argile gonflante, on peut arriver en fait à des domaines, à créer de l'ordre à longue distance. On va observer de la biréfringence dans des gels d'argile, et cette biréfringence, en fait, ça veut dire qu'on peut, dans certains contextes, arriver à faire des quasi-cristaux liquides d'argile, alors avec des applications qui sont loin d'être évidentes, mais ça fait partie des réflexions qu'il y a actuellement sur comment améliorer ça, comment connaître les diagrammes de phase, comment à partir de ces diagrammes de phase, et éventuellement aller jusque vers des applications. Certains collègues, mais pas ceux qui travaillent dessus, sont allés à dire on est bientôt prêt pour avoir des télés avec des écrans d'argile à la place des LED. Bon, c'était à l'époque des télés à cristaux liquides, je crois qu'on a complètement dépassé le concept. Un des outils fondamentaux pour la connaissance pour les années qui viennent, c'est la modélisation moléculaire, et cette modélisation moléculaire nous a permis de faire énormément de progrès.
énormément de progrès sur la connaissance de l'hydratation, de l'eau dans les argiles, mais quand on va aussi maintenant sur de la modification des propriétés, on va maintenant beaucoup plus loin parce qu'on peut faire de la prédiction et aller regarder après comment cela fonctionne réellement. Donc ça me fait arriver à la problématique des argiles modifiées. Il y a différents types d'argiles modifiées, déjà parce que quand ça rentre dans des produits, dans des formulations de produits modifiés, tels que les céramiques ou les produits rouges, les tuiles, les briques par exemple, mais on peut aussi utiliser des argiles déshydroxylées simplement comme filler, comme charge minérale, ou même comme matériau à réactivité augmentée. Je dirais beaucoup d'activités de recherche se fait sur la modification des propriétés de surface par des agents de couplage pour avoir une meilleure compatibilité dans les polymères, mais aussi pour les argiles organiques, pour avoir des propriétés de surface particulièrement bien contrôlées pour de la captation de polluants, et même en mettant des molécules organiques dans le domaine interfoliaire, en fait, créer des domaines hydrophiles, hydrophobes, à lipophilie contrôlée, et donc pour la captation donc, de molécules organiques. C'est beaucoup étudié, tous ces aspects-là, c'est pas mal étudié aussi, par exemple pour la dépollution ou la captation de pigments organiques dans les huiles. Des autres systèmes, c'est aussi des traitements acides ou des argiles mésoporeuses. Il y a eu beaucoup de... Ça, je vais passer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'espoir dans l'application, la création de nouvelles applications à partir d'argiles microporeuses, ce qu'on appelait des argiles pontées. On pensait remplacer les éolites pour la catalyse des hydrocarbures. Ça n'a absolument rien donné parce que le procédé n'est absolument pas transposable au niveau industriel. Il y a du travail actuellement sur des argiles de type mésoporeuse où on va créer des micelles de tensioactifs entre les feuillets d'argile pour essayer de créer des murs. Voilà, mais on a déjà dépassé le concept avec des super adsorbants à partir de molécules organiques. Donc je pense que ce dispositif-là, et en plus on a des solutions chimiques sans argile qui sont beaucoup plus intéressantes. Et puis un des aspects qui se regarde, c'est la capacité finalement à contrôler ces propriétés de type cristaux liquides entre feuillets d'argile alignés, feuillets d'argile désordonnés. C'est des travaux qui se font à l'interface entre la physique, la chimie, les matériaux qui existent actuellement, qui sont en fait des travaux récents et sur lesquels on attend des applications potentielles. Pour terminer, futur des argiles, en fait, on le voit, on a besoin de chimie contrôlée, on a besoin de monodispersité, on a besoin parfois de matériaux hybrides, et ça, on commence à savoir les faire de manière extrêmement simple, ou de plus en plus simple, par la chimie de synthèse. Et donc, on est en train de dépasser la ressource naturelle, et d'une certaine manière, les argiles techniques du futur, pour moi, ce sont des argiles que l'on va fabriquer sur mesure. On a en France la chance d'avoir des groupes qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, je connais relativement bien ceux de Poitiers, Mulhouse, Toulouse, Orléans ou Paris. On sait faire des talcs, des kaolinites, des saponites, des montmorillonites. Dans les années 90, il fallait plusieurs semaines ou plusieurs mois pour faire des talcs de synthèse à propriété contrôlée. Les collègues arrivent maintenant à faire des synthèses en quelques jours, voire quelques heures, et on arrive à des quantités qui deviennent industriellement pilotables. Ça veut dire aussi que les coûts de production sont en train de baisser, et donc on n'est pas très très loin d'arriver à des solutions pour ça. Un exemple ici, alors il n'est pas très visible là à l'écran, mais on arrive à faire des talcs, enfin les collègues de Toulouse arrivent à faire des talcs nickélifères qui peuvent rentrer comme charge dans les polypropylènes, avec des propriétés particulièrement intéressantes. Et là, c'est peut-être plus de l'amusement que de l'application physique, mais en jouant sur le rapport magnésium-nickel-chrome, on peut choisir la couleur du talc que vous allez fabriquer. Voilà, on a parlé de manière intensive des problématiques des argiles ioniques qui portent des terres rares, donc je ne vais pas revenir dessus. L'argile aussi, ça peut être une ressource in situ, et actuellement c'est une ressource in situ pour le stockage des déchets radioactifs, par exemple. C'est une ressource importante parce qu'il faut des propriétés particulières dans des zones bien contrôlées, bien particulières. Ça demande des travaux in situ qui ont été et qui sont toujours conduits par l'ANDRA, avec des nouvelles questions qui sont importantes. Et juste pour terminer, donc en guise de conclusion, donc
Je voudrais donc conclure sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a, en termes de développement durable, je dirais, durabilité de la ressource, existence de la ressource actuellement sur la planète, c'est pas le plus gros problème. Finalement, pour la production, pour l'économie de ces dispositifs-là, le problème, c'est finalement la très très faible valeur ajoutée de ces matériaux-là qui rentrent dans une économie dont on a besoin néanmoins. Voilà. Et puis, bon, ben voilà, c'est des éléments que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Merci.